Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui, une présentation sur les mécanismes perceptifs pour un petit peu mieux comprendre la biologie de la perception du monde. Effectivement, on est pourvu de plusieurs organes de perception, donc la gustation, l'olfaction, la vision, l'audition, mais aussi la sensibilité tactile, on va dire, proprioceptive, celle-ci que vous connaissez déjà et sur lesquelles je ne vais pas revenir, bien qu'elles sont un modèle assez intéressant pour comprendre les autres. Pourquoi? Parce que dans tout mécanisme perceptif, on va retrouver des points communs. C'est appliqué aux différents organes. On va avoir bien évidemment des perceptions différentes, mais les mécanismes sont à peu près les mêmes. Il y a un signal extérieur, un signal qui vient du monde, un signal qui peut être visuel, auditif, gustatif, etc. Vous avez bien compris. Des récepteurs qui vont transformer ce signal extérieur, qui vont transformer les vibrations de l'air pour l'audition, qui vont transformer les molécules chimiques pour la gustation et l'olfaction, et puis la lumière pour la vision, en messages électriques qui vont être interprétables par le système nerveux. Cette étape fondamentale de transformation, c'est l'étape qui s'appelle la transduction. La transduction, c'est une capacité de modifier un signal en un autre. Donc on passe d'un signal physique à un signal électrique. Ça, c'est une caractéristique commune à tous les organes de perception. Ensuite, il va y avoir un traitement électrique, des relais plus ou moins étendus et complexes. On va voir ça. Et puis une interprétation par les différentes aires du cerveau. Vous voyez donc ces points communs, on va les retrouver tout le long. Je vous propose de commencer sans plus attendre par l'olfaction et la gustation. Je les ai mis ensemble parce que ces deux sens sont liés à la même substance, enfin à un même signal initial qui est un signal chimique. Alors oui, ce sont deux sens chimiques et qui non seulement partagent cette particularité-là, mais aussi agissent en synergie. Vous savez que le goût et l'odorat sont très reliés pour produire l'ensemble de la panoplie d'odeurs et de goûts que l'on peut connaître. Donc, les deux analyses des molécules qui stimulent des récepteurs, c'est ce que je vous disais auparavant, donc le processus de transduction sensorielle. On les retrouve, ces sens, dans plusieurs fonctions, notamment fonction limbique. Je vais dire ça comme ça, vous connaissez maintenant le système limbique en termes d'émotion ou de mémoire. Ça va agir aussi sur la reproduction, la fonction de reproduction, du comportement social. Enfin, on va avoir tout un tas d'implications de ces deux sens dans le, l'ensemble, on va dire, de ces thématiques-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est l'un des plus anciens, ce sont les plus anciens sens du point de vue de l'évolution. On retrouve des récepteurs spécialisés olfactifs dans la cavité nasale et gustatifs dans la cavité bucco-pharyngée. Pourquoi ils sont interreliés? Par exemple, lors de la déglutition, les molécules d'origine alimentaire qui stimulent les cavités bucco-pharyngées vont également stimuler les cavités nasales et on va avoir une saveur qui sera particulière à chaque aliment. Donc c'est la combinaison entre le goût et l'odorat qui va permettre d'avoir une saveur particulière pour tous les aliments. Une particularité aussi que l'on ne retrouve pas forcément dans les autres sens, c'est que ces récepteurs-là sont l'objet d'un renouvellement permanent. Vous savez que les papilles gustatives contiennent des récepteurs qui vont avoir une durée de vie limitée. C'est pareil pour les cellules réceptrices
olfactive. Une durée de vie limitée, mais qui est due à un renouvellement permanent par des cellules dites basales ou cellules souches, qui sont d'origine neuronale pour l'olfaction, on va le voir, et non neuronale pour la gustation. Ces éléments-là nous permettent d'avoir une richesse perceptive qui est considérable. On arrive à faire la différence entre plus de 100 à 4000 odeurs différentes. Il y a des odeurs et des saveurs qui sont fondamentales, on verra ça avec la gustation notamment et le sucré salé amer acide. Mais au final, on arrive quand même à distinguer plusieurs molécules, plusieurs milliers de molécules stimulantes différentes, avec des capacités discriminatives, donc qui permettent de dire c'est telle ou telle odeur, tel ou tel goût, très étendu. L'aspect cognitif aussi est extrêmement important à comprendre pour bien comprendre ces deux modalités sensorielles. C'est l'analyse qualitative. Euh, Effectivement, odeur et goût font partie des sens qui nous permettent de ne pas manger n'importe quoi. Notamment ne pas manger des aliments qui sont périmés, des aliments qui seraient dangereux pour la santé. Euh, on verra ça avec la gustation, mais le goût amer est une espèce de signal d'alarme qui nous fait dire que on peut se mettre en danger. Donc cet aspect-là, on ne va pas le retrouver dans la vision ou l'audition, en tout cas de manière moins importante. Effectivement, il y a une, un aspect qu'on va pouvoir euh, décrire comme qualitatif avec des qualités affectives qui vont être liées à cela. C'est-à-dire on va avoir plutôt quelque chose d'agréable, de neutre, de désagréable. Donc les instincts rentrent là-dedans. D'une manière générale, ce qui est désagréable, réellement on va dire, on ne parle pas forcément que des épinards, peut être reconnu désagréable comme par l'ensemble des humains, quoi. L'olfaction, c'est une fonction qui, elle, est essentiellement dévolue au rhinencéphale. Donc c'est une partie un petit peu particulière du cerveau euh, qui met en jeu un mécanisme élaboré donc d'activation des récepteurs, de transduction, de codage et de transmission du stimulus au cortex cérébral. Donc ça, je vous ai dit que c'était la suite qu'on retrouvera dans à peu près tous les mécanismes perceptifs. Donc effectivement, l'homme distingue entre 100 et 4000 odeurs classées en 6 groupes, et seulement 6 groupes. Odeur de fleurs, odeur de fruits, d'épices, de résine, de brûlés et de putride. Mais effectivement, avec ces 6 groupes-là, on va avoir par contre une panoplie extrêmement vaste de finesse à l'intérieur de ces 6 groupes-là. L'odeur est le résultat d'une composante de substances perceptibles, susceptibles d'activer de nombreux récepteurs, chaque composant activant un récepteur et un seul. Justement, ces récepteurs. Alors pour l'olfaction, on va retrouver un épithélium. Donc vous savez ce que c'est qu'un épithélium, c'est un tissu de surface. Cet épithélium va se retrouver donc dans la cavité nasale, dans sa partie supérieure. Il mesure 2,5 cm environ chez l'homme et contient 50 millions de récepteurs primaires. C'est pas pareil chez tous les animaux. Euh, 10 à 40 fois plus étendu chez le chien, ce qui lui confère une capacité olfactive bien supérieure à la nôtre, notamment en termes de sensibilité, mais aussi en termes de discrimination. Trois types de cellules particulières constituent cet épithélium. Les cellules olfactives en soi, qu'on appelle les cellules de Schultz, ou les neurones olfactifs, qui, comme je vous l'ai dit, avaient une durée de vie limitée à 30-60 jours avant qu'il y ait un renouvellement par les cellules basales. Et ces cellules basales, dans le cadre de l'olfaction, je vous rappelle que ce sont des cellules neuronales. Vous voyez qu'on est tout de suite sur un neurone avec l'olfaction. C'est vraiment sa particularité par rapport à tous les autres mécanismes réceptifs.
Autre type de cellules qu'on retrouve dans cet épithélium, les cellules souches, donc c'est ces cellules basales qui sont euh, là pour assurer une régénération des récepteurs. Et puis un tas de cellules de soutien qui vont créer un environnement propice à l'interprétation, enfin plutôt à, au fonctionnement de ces cellules neuronales olfactives, notamment en sécrétant un mucus dans lequel les molécules chimiques qui vont déclencher un signal odorifère, enfin les molécules chimiques odorifères, vont venir se dissoudre dans ce mucus pour pouvoir être analysées. Alors, le bulbe olfactif, on le définit au sein de cet épithélium comme euh, les, le regroupement des axones de ces neurones olfactifs en traversant l'os, donc la lame criblée de l'ethmoïde, et pour former en se regroupant le nerf olfactif, donc le premier des nerfs crâniens. Quand je dis le premier, c'est dans la description, c'est le nerf numéro 1. Et effectivement, ce nerf-là est également le plus haut situé euh, dans le corps des nerfs crâniens. Il se termine, ce nerf, dans le bulbe olfactif. Une chose qui est relativement importante à noter d'emblée, c'est qu'il n'y a pas de relais thalamique. Rappelez-vous quand on parlait de sensibilité, de sensations tactiles, thermiques, douloureuses, proprioceptives, on avait systématiquement un relais sur cette structure du cerveau un petit peu euh, profonde et médiane, mais en tout cas il y en a des deux côtés, hein, elle est bilatérale, le thalamus, qui se chargeait lui ensuite de répartir l'information qui lui arrivait dans les différentes aires cérébrales, corticales concernées. Il n'y en a pas dans le système olfactif, il y a une voie directe. En revanche, ce que l'on retrouve dans l'ensemble quasiment du système nerveux, c'est une organisation. Et il y a une chimiotopie, donc comme on parlait de somatotopie pour le système moteur ou le système sensitif, il y a une chimiotopie du bulbe olfactif qui est formé en glomérules, en réseau. Donc ce bulbe olfactif, vous avez compris, il est formé des axones, des neurones olfactifs et des dendrites, des neurones de projection qui vont, eux, aller directement vers les aires centrales. Est-ce que tout ça, c'est bien clair? Je vous pose la question, vous ne pouvez pas me répondre évidemment, mais ayez bien ce schéma en tête. Les neurones olfactifs ont des dendrites qui vont analyser au sein de l'épithélium de la cavité nasale les molécules chimiques qui procurent un signal d'odeur, les molécules chimiques odorifères, et ont des axones qui vont filer vers le bulbe olfactif où se retrouvent pour le coup les dendrites des neurones de projection qui, eux, vont aller dans l'ensemble du cerveau, enfin pas l'ensemble du cerveau, mais dans certaines parties du cerveau qu'on va décrire juste après, pour faire une analyse de cette odeur. Pas de relais thalamique dans cette histoire. Un schéma pour fixer un petit peu les idées. Donc vous voyez cette cavité nasale avec la lame criblée de l'ethmoïde. Donc l'ethmoïde, c'est cet os qui est assez fin et qui fait la frontière entre au-dessus eh bien, le cerveau et en dessous la cavité nasale. Eh bien vous voyez qu'il y a ces fameux neurones olfactifs au sein de l'épithélium, avec les dendrites qui est dans l'épithélium, qui sont en train d'analyser les molécules odorifères, et puis qui transmettent l'information au bulbe olfactif, qui lui est déjà constitué pour partie des axones de ces neurones olfactifs et pour autre partie des dendrites, des neurones de projection. Des neurones de projection qui se projettent où? Eh bien, qui se projettent sur deux
types de cortex, le néocortex d'un côté pour assurer la perception consciente de l'odeur, et puis sur les structures plus anciennes, limbiques, qui, elle, assure le support de la composante affective, plutôt agréable ou désagréable. J'espère que je vous apprends plus rien en vous parlant de système limbique. Si vous avez besoin de vous refaire un petit rappel là-dessus, allez voir la vidéo sur la présentation du système limbique et le côté affectif. Les représentations corticales dans les odeurs sont peu étendues dans le sens de l'olfaction. C'est-à-dire qu'il y a peu de cortex cérébral qui assure cette fonction. Et c'est étonnant, en rapport avec l'extrême richesse perceptive qu'on est capable d'avoir. On peut distinguer des milliers de molécules odorantes, mais elles ne sont pas traitées par une grosse partie du cerveau, quoi, pour être clair. Donc là, un autre schéma qui nous montre in situ le bulbe olfactif, donc que l'on a vu, le tractus du nerf olfactif, et puis le début des projections que l'on retrouve donc sur le système limbique. Quelques éléments de plus sur ce système d'olfaction. Intéressant de savoir que c'est le premier canal sensoriel actif chez le nouveau-né qui est opérationnel avec le premier mouvement respiratoire. Donc dès la naissance, dans les premiers instants de la naissance, avant même que les autres systèmes soient en route, le canal sensoriel olfactif est opérationnel. La sélection des odeurs est variable selon la substance et sa concentration. Ce que je veux dire par là, c'est que le signal qui va être transmis au cerveau à partir des molécules qui sont analysées dans l'environnement dépend de la substance, d'une part, bien sûr, mais de sa concentration aussi. Plus il y en a, plus l'odeur sera importante. Il y a cette double analyse de qualité et de quantité qui est intéressante. Et on arrive aussi à avoir à expliquer comme ça des choses un petit peu extraordinaires si on veut, mais par exemple chez la belette, le mâle peut détecter à l'odeur une femelle à 3 km. Donc vous voyez, en fonction de la spécialisation de tel ou tel animal, l'odorat a un rôle extrêmement important à jouer. Une chose aussi qui est intéressante, c'est que l'identification verbale des odeurs est difficile. C'est compliqué de donner un nom à une odeur. C'est même l'imagerie mentale, on l'a dit, impossible. Sauf en cas d'hallucination, effectivement, où on peut avoir des phénomènes un petit peu particuliers, mais là on rentre dans de la pathologie. L'olfaction oriente un comportement qui est organisé vers le plaisir ou l'aversion, et les odeurs, une valeur plutôt agréable ou désagréable. On a également aussi, puisque c'est important de le noter, un organe qui ne fait pas partie, en tout cas qui n'emprunte pas les mêmes voies pour analyser d'autres types de molécules chimiques que l'on retrouve dans l'environnement, les phéromones. L'organe qui est spécialisé là-dedans s'appelle le voméronasal. Donc lui joue un rôle dans la régulation neuroendocrinienne et sociale. Vous savez que les phéromones sont des substances chimiques qui favorisent les accouplements. Les projections ne sont pas les mêmes de cet organe voméronasal, vont aller plutôt vers l'hypothalamus et l'amygdale. Alors là aussi, c'est important d'avoir les notions d'hypothalamus, qui est une région cérébrale hautement spécialisée dans la régulation du système endocrinien, et puis l'amygdale, qui est, comme vous le savez, une région spécialisée dans les réponses émotives. Donc vous voyez pourquoi les phéromones
enfin, l'organe voméronasal a des projections plutôt sur l'hypothalamus et l'amygdale que sur autre chose. Pour parler un petit peu pathologie, pour en finir avec l'olfaction, les troubles de l'olfaction, bon, il peut y en avoir du coup à peu près à tous les niveaux de cette chaîne que l'on a décrite. Premier niveau, c'est un manque d'accès des molécules aux récepteurs. Donc là, tout ce qui est obstruction nasale, rhinite ou corps étranger, je ne sais pas, on peut en avoir plein. En tout cas, cet accès difficile aux récepteurs on peut entraîner des troubles de l'olfaction. On peut avoir une altération des récepteurs, donc qui sont abîmés, qui ne peuvent plus remplir leur rôle. Donc il y a des syndromes, notamment celui de Kalman, dans lequel est associé des troubles des récepteurs olfactifs. Mais ensuite, on peut avoir des lésions un peu en aval de tout ça, sur le bulbe ou le tractus olfactif, avec des hypoplasies, avec des traumatismes, avec des tumeurs qui poussent et qui compriment ça, avec un anévrisme, que sais-je, tout ce qui peut abîmer cette région déjà neurologique. Et puis ensuite, c'est les atteintes qui sont liées, elles, aux régions les plus centrales, au cortex qui va être chargé de l'interprétation de tous ces éléments-là. Euh, donc là, on peut avoir par exemple dans les cas particuliers de la maladie de Parkinson, la MPI, c'est maladie de Parkinson idiopathique, ou dans la maladie d'Alzheimer, la MA, des atteintes de l'odorat qu'on appelle les hyposmies et qui sont d'origine centrale. Et puis des origines psychiatriques sur les troubles de l'olfaction. Bon, simulation, hystérie, dysosmie, etc. etc. C'est moins intéressant pour comprendre ça. Donc voilà, j'ai terminé sur l'olfaction. L'idée, c'est de vous faire un cours relativement simple. C'est pas la peine de rentrer dans les détails, puisque on pourrait y aller dans les mécanismes chimiques, biologiques qui permettent la transduction du signal. Je trouve que c'est très intéressant quand on fait de la biologie, ça l'est peut-être un petit peu moins quand on fait du soin comme vous, et puis surtout ça alourdirait les choses de manière, je crois, un peu inutile. Donc on va se cantonner, entre guillemets, à ce genre de présentation pour les différents mécanismes perceptifs, relativement simple, mais du coup, les notions que j'aborde sont à considérer comme fondamentales pour pouvoir être retenues, bien retenues. Donc la gustation sans transition, c'est un autre sens chimique, et c'est pour ça que je le présente juste après. On a coutume, enfin plus que coutume, c'est un modèle qui est éprouvé, de parler de ces quatre saveurs principales, le salé, le sucré, l'amer et l'acide. Mais il y a, au-delà de ces quatre saveurs-là, une multiplicité, une multitude, multiplicité ça se dit pas, une multitude de sensations gustatives plus élaborées qui font intervenir notamment l'odorat dedans pour ajouter un petit peu de finesse. L'organe de gustation, l'organe de la gustation est un petit peu particulier lui aussi, toujours dans cette idée de survie de l'espèce, puisque il joue le rôle de centre de codage de l'information, de transduction d'information, mais aussi il pourrait jouer un rôle dans les choix des aliments et les comportements alimentaires. Donc vous voyez qu'on touche à quelque chose de bien plus fondamental que seulement une sensation perceptive. Donc quels sont les récepteurs du goût? Eh bien, écoutez, on les appelle les bourgeons gustatifs, qu'on le retrouve dans les papilles linguales. Là encore, on parle d'épithélium, dans lequel se retrouvent ces bourgeons, ces récepteurs. Là aussi, leur durée de vie est limitée, 2 semaines environ, et chaque papille linguale contient plusieurs centaines de bourgeons. Et puis, on distingue
plusieurs types de papilles qui vont être spécialisées dans plus ou moins telle ou telle reconnaissance de goût. Donc on retrouve des papilles dites fungiformes en forme de champignons qui se retrouvent, donc de champignons en fait qui sont pédiculés avec une espèce de chapeau dessus, hein, qui se retrouvent à la pointe de la langue et sur les 2 tiers antérieurs des faces latérales. On retrouve aussi des papilles foliées, donc en forme de feuille, hein, si vous voulez, qu'on retrouve plutôt dans le tiers postérieur des faces latérales de la langue. Et puis des papilles en forme de calice, donc caliciformes, dans le tiers postérieur de la langue médiane, derrière le V lingual. J'ai mis nerf facial, nerf glossopharyngien. Effectivement, les informations ne sont pas transmises par les mêmes nerfs selon qu'on soit une papille fongiforme ou une foliée caliciforme. Les fungiformes vont transmettre une information à travers le nerf facial et les foliés caliciformes à travers le nerf glossopharyngien. À ces 3 formes de papilles pour former un goût, en tout cas une sensation buccale complète, on y ajoute d'autres récepteurs, des organes sensoriels de la bouche, du voile du palais, qui eux transmettent leur information via encore un autre nerf, le nerf vagal, le nerf 10, le nerf pneumogastrique. Là encore, une transduction du message chimique en potentiel d'action. Et là encore, la perception des 4 composantes obéit à une répartition topographique. Il y a là aussi une chimiotopie de la perception des différents goûts. Sucré à la pointe de la langue, salé et acide sur les bords latéraux, amer en arrière. Donc vous voyez maintenant à quoi servent telle ou telle papille. Le goût amer, là, on en parle rapidement, comme étant un signal d'alarme. Il est en arrière de la langue. Il est le dernier rempart, si on veut, pour empêcher d'avaler quelque chose de potentiellement nocif et entraîne donc l'arrêt de l'absorption. Les voies périphériques de la gustation, donc une fois que le signal a été traité par les bourgeons dans les papilles, les différents nerfs crâniens donc, qui transmettent l'information sont le facial, le glossopharyngien, le pneumogastrique, pas le trijumeau, mais il participe quand même à beaucoup d'éléments importants pour la sensation buccale complète. Notamment, on peut citer les différents exemples là que j'ai notés, les bulles de boisson gazeuse, qui dépendent plutôt de la somesthésie tactile, thermique et douloureuse, donc de la bouche, ou d'autres types de choses, les tanins qu'on retrouve dans les vins notamment, qui donnent le caractère astringent, donc qui assèche un petit peu la bouche. Eux resserrent les tissus de la langue, ou alors encore un autre exemple, c'est la menthe qui stimule la voix qui est censée s'occuper du froid. Donc cette sensation de fraîcheur que l'on a par la menthe, c'est parce qu'il y a une stimulation des récepteurs thermiques de la cavité buccale ou de brûlure par le piment, etc. Un élément qui est important à comprendre, c'est que peut-être plus que tous les autres plus que l'autre sens chimique plutôt, il y a une composante d'apprentissage qui rend telle ou telle odeur, tel ou tel goût plutôt agréable ou plutôt désagréable. Mais on retrouve aussi une composante génétique dans le goût, qui fait que dans le monde, les populations n'ont pas une aversion ou au contraire une appétence pour les mêmes goûts. Le noyau gustatif, lui, donc, qui est la suite de la chaîne du goût, après les récepteurs, après les différents nerfs, il y a une projection qui se fait sur le noyau gustatif, qui se trouve dans le tronc cérébral, au niveau du bulbe, à sa partie dorsolatérale, et il s'appelle le noyau solitaire. C'est l'unique zone de projection des fibres gustatives. Il reçoit par contre d'autres informations, du nerf trijumeau, notamment pour les afférences somatiques buccales. Il y a ensuite, pour le coup,
un relais qui se fait dans le thalamus, dans la partie ventro-postéro-médiane, le VPM. Et puis, depuis le thalamus, il va y avoir une projection par voie principale sur le lobe pariétal. Rappelez-vous, ce lobe qui est extrêmement important dans tout ce qui est sensation, perception de soi, mais aussi, vous le voyez là, du goût. Et puis il y a d'autres efférences qui partent vers le tronc cérébral aussi, mais également vers le système limbique. Le goût fait partie de ces éléments qui modifient beaucoup le système limbique. On note aussi les cortex frontaux, orbitaux frontal, et puis le cortex operculaire qui se trouve une zone un petit peu de jonction entre les différents lobes cérébraux. Pour, là aussi, encore, la sensation objective du goût. Donc un schéma qui nous montre cette fois-ci le relais thalamique, mais avant ça, on se retrouve dans la cavité buccale avec les trois paires crâniennes qui vont se projeter sur le noyau le noyau solitaire. Donc le 7, le 9 et le 10, donc le 7 le facial, le 9 le glossopharyngien, le 10 le pneumogastrique ou le vague, qui vont ensuite converger vers ce noyau solitaire pour ensuite monter jusque sur le thalamus qui lui va envoyer les informations plus loin. Et donc là on voit le relais du thalamus sur la partie ventrale postérieure et médiane qui ensuite va avoir des projections donc au niveau de l'insula, au niveau de l'opercule, au niveau du lobe pariétal. Qu'est-ce qu'on a comme trouble du goût? Et bien là aussi, en réfléchissant et en faisant les choses de manière un peu ordonnée, on retrouve qu'on peut avoir une atteinte des récepteurs au niveau de l'épithélium. Donc atteinte qui peut être congénitale ou acquise, le plus souvent acquise d'ailleurs, un syndrome qui est bien connu de Gougerot-Sjogren fait des troubles du goût, provoque des troubles du goût. Il y a aussi différentes substances chimiques, notamment beaucoup de drogues qui peuvent altérer le goût, et puis évidemment tout ce qui est tumeur, congestion nasale, etc. On peut aussi avoir une atteinte des voies nerveuses par compression, par je sais quoi, un méningiome, etc. Par atteinte inflammatoire, notamment dans la paralysie faciale à frigorée. On peut avoir aussi, au niveau supérieur de traitement d'information, des lésions centrales qui peuvent provoquer par exemple des dégoûts par atteinte de l'amygdale ou alors des lésions insulaires au niveau operculaire. En fait, tous ces cortex qui sont chargés en dernière intention du traitement de l'information. Et là encore, on a des troubles d'origine psychique, mais bon, c'est pas la peine de poursuivre là-dessus. On continue avec un autre système perceptif, le système de la vision. Là aussi, vous avez compris cette chaîne de traitement de l'information, du signal, par des récepteurs, puis par une transmission de l'information vers des centres de traitement. Donc là, on va avoir un système perceptif, on va avoir un organe de perception un peu complexe qui est l'œil, le globe oculaire, dans lequel on va voir détailler quelques petits éléments parce que c'est quand même important de connaître ces éléments-là. Puis des voies optiques qui sont également un petit peu particulières, vous allez voir, et puis tout un tas de structures annexes. On parle de paupières, on parle de glandes lacrymales, etc., qui sont là pour faciliter et puis permettre et faciliter l'action de cet organe-là. Donc si on fait un petit focus sur le globe oculaire, on regarde qu'il y a trois membranes, une membrane externe, fibreuse, la sclère, sur laquelle va se fixer les muscles oculomoteurs. Donc c'est vous voyez sur
sur le schéma ici, c'est toute cette zone grisée, et en arrière de laquelle il y a un orifice où arrive, ou du moins d'où part plutôt, le nerf optique. Il y a une couche, une membrane intermédiaire que l'on appelle l'UV, et puis une membrane interne qui est la rétine, qui est le siège de la transduction du signal. On va voir ça un petit peu plus loin. Toujours pour continuer de décrire le globe oculaire, la cornée, donc qui est en avant et qui est transparente, en tout cas qui est censée l'être. La choroïde, qui est un tissu richement vascularisé, qui lui est responsable de la nutrition, donc d'apporter les éléments nutritifs à l'épithélium pigmentaire. Donc vous voyez, c'est ici en noir. Un élément encore important de l'œil, du globe oculaire, l'iris, donc qui est un diaphragme circulaire, donc qui va pouvoir se contracter ou se décontracter pour pouvoir laisser rentrer davantage de lumière ou pas. C'est l'iris qui donne la couleur des yeux. Donc c'est ce diaphragme-là qui s'ouvre et qui se referme. Et puis le centre là, cette ouverture, c'est ce qu'on appelle la pupille. La rétine, bien sûr, qui s'étend à partir du nerf optique. Oh là, il y a beaucoup de fautes de frappe. Et qui tapisse la surface de la choroïde. Au sein de cette rétine, on distingue deux types de tissus. La rétine neurosensorielle et puis l'épithélium pigmentaire, qui ne servent pas à la même chose. La rétine neurosensorielle, c'est elle qui contient les photorécepteurs, donc les cônes et les bâtonnets. Je vous montrerai une image après de ce que c'est les cônes et les bâtonnets, mais ces photorécepteurs, c'est exactement ce que ça veut dire. Ce sont des récepteurs à photons, à lumière. Donc ce sont eux qui vont transformer le signal de la lumière en signal électrique. On y retrouve des cellules bipolaires et ganglionnaires dont les axones forment, eux, les fibres du nerf optique. Et puis les vaisseaux sanguins qui cheminent dans cette rétine neurosensorielle. On a également cette autre partie qu'on appelle l'épithélium pigmentaire, qui est une couche de cellules monostratifiées en une seule strate à la face externe de la rétine neurosensorielle. Donc un schéma pour voir tout ça. Donc vous voyez l'épithélium pigmentaire qui est la lumière arrive d'en bas là, qui est la première étape sur laquelle va tomber la lumière sur la rétine, le premier obstacle on va dire. Et puis ensuite les photorécepteurs qui sont ici les cônes et les bâtonnets. Et puis ensuite, si on remonte, les cellules bipolaires, les cellules ganglionnaires qui, elles, vont former les fibres optiques. Vous voyez cette hiérarchisation en 1, 2, 3 et 4 couches au sein de la rétine. Voici une image qui montre les deux types de photorécepteurs, donc les bâtonnets à gauche, les cônes à droite. Donc ils n'ont pas la même forme, ils n'ont pas la même fonction, ils ont des caractéristiques différentes. Après, c'est compliqué d'expliquer le fonctionnement de ces bâtonnets, le fonctionnement de ces cônes. C'est rentrer dans le détail, je ne le fais pas. Sachez juste que les bâtonnets sont responsables plutôt de la vision nocturne, tandis que les cônes sont plutôt responsables de la vision des détails et des couleurs. Le globe oculaire, je reviens je reviens quand même un peu dessus. C'est un milieu, lui, qui est transparent, bien sûr, pour laisser passer la lumière de la cornée jusqu'à la rétine, dans lequel on retrouve l'humeur aqueuse, donc qui est transparente et fluide, que l'on va le retrouver ici, là, dans cette cavité-là, ce qu'on appelle la chambre antérieure, qui est sécrété par les procès ciliaires, là, donc ce sont ces éléments que l'on voit ici, et qui est évacué par le canal de Schlemm, donc là qu'on retrouve ici, un petit orifice
sur l'angle irido-cornéen. Le cristallin, c'est un élément extrêmement important du globe oculaire. C'est cette formation ici, centrale, qui est amarrée au processus ciliaire et qui est une lentille, euh, comme un verre de lunettes, si vous voulez, biconvexe, qui est capable de se déformer. Donc il y a les muscles qui vont modifier sa forme pour pouvoir adapter son pouvoir de convergence. Et puis enfin le corps vitré, donc qui remplit les 4 cinquièmes de la cavité oculaire et qui baigne l'ensemble de la chambre postérieure. Donc voilà, quand je parle de segment antérieur, segment postérieur, de chambre antérieure, chambre postérieure, vous voyez, ce sont c'est ici que se fait la limite derrière le cristallin. Et donc le corps vitré, lui, se retrouve dans le segment postérieur. Les voies optiques. Après que la lumière ait touché la rétine et été captée par les bâtonnets et les cônes, il va y avoir une transmission de l'information via les nerfs optiques qui traversent l'orbite et qui pénètrent dans le crâne. Et on a un chemin un petit peu particulier. Notamment, il y a ce qu'on appelle le chiasma optique. C'est important de connaître cet élément-là, puisqu'il y a un croisement partiel des fibres nerveuses. C'est-à-dire qu'on va envoyer d'un côté tout ce qui correspond à un émichamp homogène, un émichamp de vision homogène. Regardez ce schéma. Vous voyez par exemple que si on considère qu'ici c'est la gauche, ici c'est la droite, c'est pas trop difficile de considérer ça. Vous voyez ici l'émichamp visuel droit et les fibres nerveuses qui arrivent dans le chiasma restent du même côté, donc à gauche. Tandis que ce qui regarde dans la même direction avec l'autre œil, ici c'est plutôt l'intérieur, l'émichamp qu'on appelle comment déjà nasal, l'émichamp nasal. Lui, les fibres nerveuses vont croiser la ligne médiane pour se retrouver avec celle qui s'occupe, celle de la rétine extérieure de l'autre œil. C'est pour garder une cohérence, le regard vers la droite, à l'intérieur pour l'œil droit, à l'extérieur pour l'œil gauche, tout ça se retrouve au même endroit. Donc il y a ce croisement partiel sur les fibres optiques. Une fois que le chiasma est passé, donc le chiasma c'est le croisement, on est sur une structure qu'on appelle les bandelettes optiques qui contiennent les informations des deux hémirétines qui regardent dans la même direction. On arrive ensuite au corps genouillé, qui est la structure sur laquelle il va y avoir un relais avec les radiations optiques qui, elles, vont aller faire projection sur le cortex occipital. Donc, vous voyez, il y a pas mal d'éléments à connaître, mais l'élément le plus intéressant, c'est ici, c'est le chiasma optique, avec le croisement des deux hémirétines qui pourraient être homogènes. Donc là, c'est une autre façon de voir avec de la couleur. Les hémirétines qui s'occupent du champ visuel gauche sont en rouge, droite en bleu, et puis vous voyez les bandelettes, les corps genouillés et les projections vers le cortex visuel primaire. Donc ces bandelettes optiques contournent les pédoncules cérébraux, elles se terminent dans les corps genouillés, puis les radiations ensuite des corps genouillés jusqu'au cortex visuel. La rétine, c'est donc l'organe de la phototransduction. On a une action synergique entre les photorécepteurs d'un côté et puis l'épithélium pigmentaire qui était juste au-dessus, vous rappelez-vous. Les bâtonnets, comme je vous disais, sont plutôt responsables de la vision nocturne et périphérique. Et les cônes servent à la vision des détails et des couleurs. Et ces cônes, on les retrouve en concentration de manière beaucoup plus importante dans la zone centrale de la rétine qu'on appelle la macula. Le corollaire à ça, c'est que la vision en couleur, en réalité, ne se retrouve que dans une partie
assez limité du globe oculaire. Et pourtant, lorsqu'on regarde le monde extérieur, on le voit en couleur dans tout le champ visuel. Ça, c'est un artifice qui est une extrapolation de votre cerveau par rapport aux couleurs qui sont effectivement perçues, mais que au centre de la vision. Quels troubles on peut avoir? Il peut y en avoir beaucoup, mais bon, ce dont je voulais parler, c'était les troubles de la convergence. Donc, ce qu'on appelle un œil hémétrope normal, c'est un œil où la convergence permet de former une image pile sur la rétine. Donc là, vous voyez des rayons lumineux qui arrivent de manière parallèle dans l'œil, traversent le cristallin, enfin bon, la chambre antérieure, le cristallin, et vous voyez qu'ils convergent vers un point unique sur la rétine. Dans le cas de la myopie, on a un œil un globe oculaire qui est trop long par rapport à la convergence du cristallin, et une image qui se forme en avant, qui converge et qui en avant de la rétine, d'où l'aspect flou de ce problème de convergence. Et le contraire, c'est un œil un peu trop court chez l'hypermétrope avec une projection de la convergence des rayons lumineux en arrière de la rétine. Donc là aussi, il y a une forme de flou visuel qui apparaît. L'astigmatisme, lui, est encore autre chose. On a une anomalie plutôt de la sphéricité de la cornée, ce qui fait que certains rayons lumineux vont converger en avant et d'autres en arrière du plan rétinien. Donc on ne facilite pas là non plus la formation d'une image nette. La presbytie, elle n'a pas grand-chose à voir avec la taille de l'œil, mais c'est plutôt un manque d'accommodation du cristallin qui devient de plus en plus rigide avec l'âge et il perd son pouvoir d'accommodation, rendant la vision de loin avec sans aucun problème. Par contre, la vision de près, où les rayons lumineux ont un angle beaucoup plus important à l'entrée dans l'œil, plus difficile. Vous voyez, je vous avais dit que on irait relativement vite sur les différents mécanismes perceptifs. On a déjà bien avancé, puisqu'il ne reste plus que l'audition à voir. Le mécanisme principal, j'espère que vous l'avez bien compris. Essayez de retenir les spécificités tout de même de chaque organe perceptif, hein, l'absence de relais thalamique dans la gustation, dans l'olfaction, pardon, les noms des récepteurs dans les différents systèmes, et puis les particularités, le chiasma optique, etc. Ce sont quand même des éléments de base à retenir quand on fait un peu de physiologie de la perception. L'audition, c'est un élément qui, pour un neurologue, pour le neurologue que je suis, est un petit peu plus difficile à aborder, puisque la spécialisation des choses est ce qu'elle est, et elle ne rentre pas dans notre champ de compétences plus que ça, qui est plus, on va dire, dans celui des médecins ORL, mais comme les mécanismes sont toujours les mêmes, je peux quand même me permettre de vous les présenter sans trop risquer de dire de bêtises. Donc l'oreille, l'organe auditif, est également un second rôle, celui d'organe de l'équilibration. Effectivement, vous connaissez cette dualité sans doute entre la cochlée et le vestibule, l'oreille interne, qui s'occupe à la fois de l'audition et de l'équilibre. On va voir ça. Chaque fonction correspond à une branche du nerf auditif, donc le nerf cochléaire pour l'audition, le vestibulaire pour l'équilibration. Et puis pour parler d'abord de l'audition, on parle de spectre auditif. Alors, j'ai mis de 20 Hz à 20 000 Hz, c'est à peu près ça. Peut-être moins étendu dans les aigus, un petit peu plus grave dans les graves. Donc avec le spectre, plus on est bas, plus c'est grave, plus on est haut, plus c'est aigu. 20 kHz c'est très aigu,
20 Hz, c'est très grave. Et puis, comme quand on est en dehors de ce spectre auditif, on est dans les infrasons quand on est en dessous, dans les ultrasons quand on est au-dessus. Là encore, vous savez qu'on n'est pas tous fichus pareil, pas tous les animaux sont fichus pareil. Il y en a qui sont sensibles aux ultrasons, nous on l'est assez peu, notamment les chiens sont assez sensibles au-delà de 20 kHz. L'oreille, trois parties anatomiquement et fonctionnellement distinctes. L'oreille externe, l'oreille moyenne, l'oreille interne. Donc l'oreille externe, elle, se charge de capter les vibrations sonores par le pavillon, donc ce que nous on appelle l'oreille, hein, d'une manière générale, qui va concentrer les vibrations vers le conduit auditif externe qui lui aboutit finalement au tympan qui fait la frontière avec l'oreille moyenne, où là on a le système tympano-ossiculaire, donc vous savez avec les osselets, qui se charge de faire une transmission mécanique. Il n'y a toujours pas de transduction, on reste dans la même modalité, on est sur du mécanique, à l'oreille interne, où la transduction s'opère grâce à des mouvements liquidiens qui sont dus, qui sont imprimés par le système ossiculaire. Et ces mouvements liquidiens sont, eux, captés par des récepteurs sensoriels que l'on va retrouver dans le labyrinthe. Donc voilà, le pavillon de l'oreille, hein, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Alors on peut aller regarder un petit peu en détail les noms, le tragus, la conque, l'antitragus, etc. Je vous laisse regarder ça. Le canal auditif externe, donc là vous voyez qui fait le lien entre le pavillon et